Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce point de marché zone bourse du vendredi 14 février 2025. Il s'appelle Ce matin, la bouteille est toujours à moitié pleine. Les marchés actions mondiaux ont poursuivi leur ascension en ignorant les petites contrariétés pour se concentrer sur le positif. Les États-Unis font pression pour arrêter le conflit russo-ukrainien, les droits de douane additionnels promis par la Maison-Blanche ne seront pas appliqués tout de suite, et les statistiques d'inflation américaine laissent un petit peu d'espoir pour l'évolution des taux. À l'aube de la dernière séance de la semaine, plusieurs indices sont au zénith ou à proximité. Pour être tout à fait honnête, j'étais à deux doigts de sombrer dans l'angoisse de la page blanche ce matin. Du coup, j'ai été forcé d'activer un de mes plans d'urgence. J'ai ouvert l'Excel de la honte, celui dans lequel je conserve des sujets de secours pour vous mystifier quand je n'ai pas trop d'idées. Et ce matin, j'ai été sauvé par la ligne numéro 4 du fichier, celle qui dit « Allez, regardez ce qui s'est passé à la même date par le passé ». Bon alors évidemment on est le 14 février donc c'est la Saint-Valentin, mais c'est pas tellement facile de raccrocher ça à de la finance. Heureusement, là, c'est YouTube qui a surgi. En effet, le 14 février 2005, trois oiseaux talentueux, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, créent YouTube, pensé comme un site de rencontres vidéo. D'où la date de lancement d'ailleurs, un 14 février. YouTube a donc 20 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. En tout cas, dès 2006, le trio a vendu le bébé à Google pour 1,65 milliard de dollars. Pas la pire opération d'ailleurs réalisée par le géant du web, puisque les analystes valorisent désormais YouTube au moins 200 milliards de dollars. Et là je reste volontairement vague sur la valorisation parce que mon collègue Tommy Douzier chez moi avons récemment constaté que la modélisation de la valeur de YouTube par les analystes va du simple au triple. YouTube a donc 20 ans et est depuis longtemps bien plus qu'un site de vidéos pour draguer. Son PDG a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours que l'application est désormais plus regardée sur les écrans de télévision que sur mobile ou sur PC. Apparemment, et ce sont les chiffres qu'il a avancés donc ils doivent être vrais, les gens consomment 1 milliard d'heures de YouTube chaque jour sur les téléviseurs du monde. 1 milliard d'heures, ça fait environ 1141 siècles, pour autant que ça veut dire quelque chose. En tout cas c'est énorme et ça fait partie bien sûr du succès d'Alphabet. Mais bon, vous étiez là pour entendre parler de bourse, et si j'étais sec ce matin, c'est que je ne sais plus trop quoi écrire ou dire sur ce marché qui ne cesse de monter malgré les petits drapeaux rouges. Les investisseurs voient donc la bouteille à moitié pleine en tout, et c'est tant mieux parce que l'alternative serait assez déprimante. Je vais quand même vous donner des exemples. C'est la perspective de voir la guerre en Ukraine s'arrêter qui a galvanisé les marchés européens hier, même si les dirigeants ukrainiens et européens sont mis sur la touche et s'en plaignent ouvertement. Et c'est plutôt logique, les premiers donc les Ukrainiens, parce que la méthode Trump donne l'impression qu'ils n'ont pas voix au chapitre, qu'elle risque de leur coûter une partie des territoires qu'ils cherchaient à récupérer, et les seconds, le reste des Européens, parce qu'ils ne sont pas invités à la table des négociations, hormis quand il s'agira de passer à la caisse. Ce qui est sûr, c'est que manifestement la finance européenne se moque bien des cris d'orfraie de Bruxelles, elle a choisi son camp, celui de la hausse. D'ailleurs de tous les marchés, c'est celui de l'Allemagne qui a le plus exulté hier, plus 2,1% à la clôture pour le DAX, l'indice allemand qui a gagné 13,6% depuis le début de l'année, ce qui en fait le marché développé le plus prolifique. Je donne une mention spéciale quand même à la bourse polonaise qui fait un petit peu mieux que le DAX. On a eu deux autres événements qui ont illustré hier la théorie de la bouteille à moitié pleine, les prix à la production américains et l'annonce des droits de douane réciproques par Donald Trump. Je m'en explique tout de suite. Les prix à la production américains ont dépassé les attentes, ce qui était plutôt une mauvaise nouvelle, mais le détail des composants laisse penser que l'inflation PCE c'est celle que la Fed regarde le plus, c'est bien que cette inflation pourrait réserver de bonnes surprises lors de sa publication dans 2 semaines. Quant au président américain, il a signé un décret imposant des droits de douane à la terre entière, mais leur entrée en vigueur n'est pas immédiate. Les investisseurs sont donc concentrés sur la partie positive de ces deux annonces, plutôt négatives dans l'absolu, et ça a permis à Wall Street de remonter vers ses records. Le S&P 500 a gagné 1% et le Nasdaq 100 s'est adjugé 1,4%. Un mot encore quand même sur les fameux droits de douane. Les États-Unis se donnent quelques semaines pour ajuster le niveau de réciprocité à appliquer à chaque pays. Donald Trump a spécifiquement cité le Japon, la Corée du Sud et l'Europe comme étant des partenaires commerciaux qui abusent des largesses américaines. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, sur le vieux continent, c'est la TVA qui a l'air au centre des critiques de la Maison-Blanche. Trump a aussi chargé Taïwan en promettant de récupérer le marché des puces indûment volé aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que les officiels américains ont laissé entendre qu'il faudra probablement attendre le mois d'avril au mieux pour que l'administration soit en mesure d'annoncer des éléments plus précis. Le président des États-Unis a annoncé beaucoup d'autres choses depuis hier soir d'ailleurs, je ne peux pas toutes les citer pour éviter de prolonger déraisonnablement cette chronique. J'ai quand même noté qu'il a laissé flotter l'idée d'une réunion avec les dirigeants de la Russie et de la Chine pour évoquer une réduction de moitié de leurs dépenses militaires respectives.
Concrètement aujourd'hui, les échéances les plus attendues du jour, d'abord les résultats d'Hermès et de Safran ce matin, un petit peu plus tard la série de statistiques US en début d'après-midi et aussi le début de la conférence de Munich sur la sécurité, cette conférence qui est passée brutalement d'un rendez-vous diplomatique assez policé à un sommet à gros enjeux auquel la Russie pourrait finalement participer grâce à la pression des États-Unis. En tout cas, ça reste à prouver. Côté Asie-Pacifique ce matin, les actions technologiques chinoises poursuivent leur ascension fulgurante en alimentant le Hang Seng qui prend encore 2%. L'indice de Hong Kong vient d'enchaîner 5 semaines consécutives dans le vert, c'est une première depuis 2022. C'est moins favorable au Japon où on perd 0,8% et en Inde moins 0,5% et surtout à Taïwan pour la raison précitée, le TAIEX perd 1%. La Corée du Sud et l'Australie sont en légère progression, les indicateurs avancés européens sont plutôt baissiers à l'aube ce matin. Dans l'actualité des entreprises en France, on a quelques résultats, donc outre Hermès et Safran, on a eu Gecina, Euronext ou Ubisoft, mais aussi Bastide, Selectirente, Louis Hachette, Lagardère ou encore Prodware depuis hier soir. Vinci a nommé Sabine Granger aux commandes de Vinci Autoroute et Rémi Maumont de Longevial pour piloter Vinci Airports, ses 2 divisions concessions. Eramet a nommé Paolo Castellari directeur général, Christelle Boris reste présidente du groupe. On a aussi des petites actus du côté d'Hoffmann Green Cement, de BioUV ou encore de Figeac Aéro. Ailleurs en Europe, Moncler a publié ses chiffres, on attend aussi ceux de NatWest, de Coca-Cola Euro-Pacific Partners, de CVC Capital Partners ou encore de Norsk Hydro. Par ailleurs, Banco Santander a envisagé la vente de ses activités au Royaume-Uni à NatWest, justement selon le FT, mais la banque espagnole a démenti vouloir céder cet actif. Du côté de l'investisseur activiste Elliott, eh bien, on appelle à d'importants désinvestissements chez BP depuis que le groupe a pris pied au sein du capital du groupe britannique. Porsche, pour sa part, supprime 1900 emplois en Allemagne en raison de la faiblesse de la demande des véhicules électriques. Vereldav et Vereldav Belgium ont acheté les centres commerciaux Knauf Pommerloch et Knauf Schmiede au Luxembourg, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et enfin, l'introduction en bourse de la société de mode de fast fashion Shein serait retardée selon le Financial Times. En Amérique du Nord, on a quelques hausses post-séance après les trimestriels de certaines entreprises. C'est le cas d'Airbnb, plus 14%, de Roku, plus 11%, et de DraftKings, plus 5,5%. À l'inverse, les résultats mal accueillis, ceux de Twilio, moins 7%, d'Applied Materials, moins 5%, de Palo Alto Networks, moins 5%, et de GoDaddy, moins 4%. Apple devrait lancer les fonctionnalités IA de son iPhone en Chine dès le mois de mai. Berkshire Hathaway a vendu une partie de ses actions d'Avita en réduisant sa participation à 45%. On a aussi appris que ARM a signé avec Meta comme premier client pour un nouveau projet ambitieux de puce IA selon le Financial Times. Air Canada prévoit un bénéfice net supérieur aux estimations des analystes pour 2025 et Duke Energy a revu à la hausse son plan quinquennal d'investissement pour accroître son offre d'électricité aux États-Unis. Sur l'agenda des publis US, on a Charles Schwab, Enbridge, TC Energy, Moderna ou encore Magna. Ailleurs dans le monde, les actions de Sony bondissent ce matin de 9 à 10% après les comptes et les perspectives annoncées par le groupe. KKR chercherait à investir dans Nissan après l'échec des discussions de fusion avec Honda et le groupe brésilien Vale est en pourparlers avancés pour vendre des actifs renouvelables au Brésil à GIP selon les infos de Reuters. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un excellent week-end.